L'ancien colonel de la gendarmerie nationale a occupé le poste de ministre de la Santé dans le premier gouvernement mis en place par Abdou Diouf après son accession au pouvoir en 1981. Un gouvernement dirigé alors par le premier ministre Habib Thiam. En tant qu'officier de la gendarmerie, Mamadou Diop a commandé la gendarmerie du Sine Saloum, la compagnie du Sénégal oriental ainsi que l'école de formation et d'application de la gendarmerie. L'officier supérieur a eu auparavant à intégrer l'armée française qui l'affecte au Niger puis en Algérie. Mais le colonel va troquer la tenue contre la toge. Il accède aux fonctions de magistrat en 1971 puis celle d'avocat. Mamadou Diop a été avocat général de la Cour suprême. Le juriste n'en était pas moins un politique. Un des caciques du Parti socialiste, il quitte le navire vert après l'alternance de 2000. Mamadou Diop crée alors son parti politique, le BDS, le Bloc pour la démocratie et la solidarité. Un clin d'œil à l'histoire en allusion au BDS, ancêtre du Parti socialiste. C'est donc la fin de mission pour ce soldat de la nation sénégalaise. Ndiogoudjen en direct dans ce studio, il est 12h06, vous suivez le grand journal. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Idrissa Seck n'a pas été du tout tendre avec le régime de Macky Sall. Le président de Rewmi a été très critique vis-à-vis du chef de l'État, invité du groupe Futur Média. L'opposant Idrissa Seck donc a jugé négatif le bilan de Macky Sall durant ses 6 ans au pouvoir. Et sur le processus électoral et le système de parrainage, le leader du parti Rewmi parle de piège, le système n'étant pas contradictoire. Idrissa Seck rappelle les cas Youssou Ndour, Keba Kane, entre autres lors de la présidentielle de 2012. L'ancien premier ministre propose pour éviter le piège la présence d'organisations de la société civile dans une commission chargée du décompte des signatures. Nous l'écoutons au micro de Georges Déthié Diop. Qui était là? Qui a compté, qui a vérifié les signatures, qui a identifié les 8100, qui a éliminé les autres. Et en conclusion, ils disent à tous ces gens, votre candidature ne respecte pas les prescriptions de l'article LO 116, donc elles sont déclarées irrecevables. Ça, je ne veux pas que Macky Sall puisse le faire en 2019. Ça, ce n'est pas du blabla. Ce sont des faits. Si on a confiance dans le système, mais quand vous avez un conseil constitutionnel qui s'invite délibérément à soutenir le président de la République dans toutes ses tentatives et initiatives pour domestiquer notre processus électoral. Est-ce que vous avez confiance? Non. Nous sommes des acteurs politiques. On ne veut pas être mis devant le fait accompli. Alors qu'on nous dise, OK, pour le décompte et la vérification des signatures de parrainage, on va mettre le SYNPICS, l'ordre des avocats, des gens de la société civile qui seront là quand on va compter. Comme ça, puisque nous, Rewmi, il est manifeste qu'on ne se sent pas concerné. Mais c'est sur le principe, c'est un piège. Et ce piège-là, nous ne voulons pas lui donner l'occasion de l'utiliser comme ça a été fait en 2012 contre Youssou Ndour, contre Keba Kane, contre Abdourahmane Sarr. Je ne dis pas que les signatures de Youssou Ndour pour passer de 12 936 à 8 911 n'étaient pas valablement écartées. Je ne le dis pas. Je dis, en tant qu'auditeur de profession, le processus n'est pas contradictoire. Il ne m'inspire pas confiance. Idrissa Seck avec Georges Déthié Diop, Pape Abdoulaye Der, Pape Samba Ndour et Harouna Fall. Vous l'entendrez en long et en large sur RFM en français à 15h. L'ancien premier ministre et président de Rewmi était sur nos ondes entre 11h et 12h. Le rappeur Thiat dresse un bilan négatif des 6 ans du régime de Macky Sall. Il annonce une plainte du mouvement Y en a marre contre l'État du Sénégal auprès de la Cour de justice de la CEDEAO pour violation des droits des citoyens. Une plainte motivée par les difficultés des populations à disposer de leur carte nationale d'identité. Thiat s'est également prononcé sur la marche blanche que son mouvement compte organiser dans les tout prochains jours. Il était l'invité d'RFM Matin. C'est un bilan catastrophique, c'est un bilan décevant. Macky Sall est le président sénégalais le plus impopulaire. Donc il a échoué dans sa mission. Macky Sall n'a tenu aucune de ses promesses. Il a fait du wax-waxet, waxati-waxet. Macky Sall n'a pas restauré l'éthique au Sénégal. Il accepte la transhumance à tout bout de champ. Macky Sall n'a pas redoré le blason de la justice sénégalaise. Macky Sall n'a pas rééquilibré les institutions.
Macky Sall ne soigne pas son peuple. Macky Sall ne permet pas à son peuple d'étudier. Est-ce que ce n'est pas nihiliste de dire qu'il n'a rien fait et qu'il a un bilan catastrophique parce que quand même, il y a des réalisations que le président Macky Sall a eu à faire, il faut le reconnaître quand même. S'il y a des réalisations, ce n'est pas ce qui intéresse le peuple sénégalais. Il est dans le spectaculaire. Le PUDC, la SEMI, les bourses de sécurité familiale, vous en dites quoi? Écoutez, le PUDC crée des forages dans les villages. Ça, c'est son rôle, c'est son devoir. Aujourd'hui, c'est une honte que d'entendre un président de la République au 3e millénaire dire que dans mon bilan, il y a des forages que j'ai mis dans la brousse. Ça, c'est une honte. Je pense que la marche blanche, la marche du peuple, un foyer, un représentant, c'est pour bientôt, Inch'Allah, à la place de l'obélisque. On vous dira c'est pourquoi on est en train de le préparer, parce qu'il y a la plainte qu'on doit aller déposer à Abuja, la plainte contre l'État du Sénégal par rapport aux cartes d'électeurs, qu'on va aller déposer à Abuja d'abord. On va revenir avec l'accusé de réception de la plainte pour pouvoir maintenant dérouler notre programme national qui consiste à encore réinscrire surtout les primo-votants, surtout dans certaines localités où les gens n'ont pas été, et puis voir comment on va acheminer les cartes vers les populations. Le bilan de Macky Sall vu par les Ziguinchorois, le président de la République a beaucoup œuvré pour le retour de la paix en Casamance et le désenclavement de cette partie sud du pays. Et à propos du chômage des jeunes et de la relance du tourisme, il y a encore problème. Ziguinchor Laminba. Des carcasses de véhicules superposés les uns sur les autres côtoient des cantines implantées de manière dispersée. Des ouvriers qui s'activent sur leurs tâches quotidiennes assurent l'ambiance sur les lieux. Nous sommes au quartier Goumel. Modou Biteye est ferrailleur. Tout en sueur, il tente de désintégrer les éléments constitutifs d'une carcasse de véhicule. Marteau à la main, son point de vue sur la gouvernance de Macky Sall ne fait l'ombre de qu'un doute. Le chef de l'État aura fait mieux que ses prédécesseurs pour la Casamance pour avoir contribué sensiblement au retour de la paix dans la partie sud du pays, a-t-il dit. Modou pense que le président Macky Sall a de quoi mettre sur la balance pour convaincre de l'intérêt qu'il a manifesté pour la Casamance depuis son accession au pouvoir. Surtout Allongé sur le fauteuil du volant de sa voiture, Souleymane Djemé écoute de la musique. Lui n'est pas du même avis. Il estime qu'il ne peut tirer un bilan satisfaisant de la gouvernance de Macky Sall pour la Casamance. Il reconnaît tout de même que l'actuel régime a consenti des efforts dans la construction des routes dans la partie sud du pays. Abdou habite Grand Dakar, la trentaine environ. Ce jeune s'active dans le tourisme. Lui non plus dit n'avoir pas senti l'impact des mesures prises pour relancer ce secteur en Casamance. Les Ziguinchorois n'ont donc pas les mêmes positions quand il s'agit de se prononcer sur le bilan du président Sall en Casamance. Si certains en sont satisfaits, d'autres le sont moins pour plusieurs raisons. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le secrétaire général de la LD est sûr de la victoire de Macky Sall en 2019, cela du fait de son bon bilan. Mais Nicolas Ndiaye estime que l'heure de taire les querelles au sein de la mouvance présidentielle a sonné. L'unité, c'est à quoi appelle le patron des Ligards qui était en tournée dans le département de Canel. Correspondance à Liban Elniam. Réélire le président Macky Sall dès le premier tour en 2019, c'est bien un objectif pour toutes les formations qui composent la coalition Benno Bokk Yakaar. Sur la base du bilan, 6 ans après, la victoire du 24 février en 2019 est bien assurée. Mais faudrait-il faire taire toutes les querelles internes à l'APR, le parti du chef de l'État, afin de ramener la grande sérénité dans le camp présidentiel? C'est la ferme conviction de Nicolas Ndiaye, le secrétaire général de la LD, en tournée à Matam. Bien sûr, il y a quelques petits problèmes à l'intérieur de chaque parti, quelquefois des petits problèmes à l'intérieur de la coalition, mais une coalition qui regroupe près de 200 partis et mouvements, ces petits problèmes ne peuvent pas manquer. Je pense qu'à quelques mois de la présidentielle, tous les responsables doivent renforcer leur unité. La présidentielle, ce sera un candidat. Donc tous les membres de l'APR, tous les partis alliés doivent renforcer
renforcer leur unité. La division affaiblit, l'unité renforce. Vu le bilan extrêmement positif du président Macky Sall, je pense que tous les militants, en particulier les militants de l'APR, doivent renforcer leur unité, parler d'une seule voix, parce que l'objectif est commun. Venu remobiliser les femmes de leur parti à Sinthiane, à Kanel, cette rencontre départementale a été l'occasion de magnifier les actions du président Sall. Les femmes de la LD qui invitent par ailleurs le chef de l'État à poursuivre son œuvre à travers le PUDC. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Le grand journal en direct du studio 1 de la RFM, midi 15 minutes. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal est encore en grève pour 72 heures à partir d'aujourd'hui. Le SAMES, qui continue de réclamer le respect des accords signés avec le gouvernement, s'engage à assurer les urgences dans les différentes structures sanitaires du pays. À l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, oui, on assure le service minimum, mais pour le SAMES, il faut que l'État réagisse. Reportage Cheikh Anta Diop. Centralisation des urgences levées au niveau de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Nous avons fait le tour de l'hôpital, de la pédiatrie à la maternité, en passant par le service des urgences chirurgicales. Les malades sont pris en charge. Dr Ibrahim Doukouré, cardiologue, trésorier général du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Pour montrer notre bonne volonté, nous avons décidé de lever la centralisation pour aujourd'hui, mais nous maintenons quand même pour demain et après-demain, s'il n'y a rien de concret aujourd'hui, nous allons continuer la grève avec centralisation des urgences. Aujourd'hui, il n'y a pas de consommation. Maintenant, il y a les malades hospitalisés, ça nous sommes obligés de faire un tour pour les voir parce que quand même, ils ont besoin de soins. Ils sont déjà là, donc il faut qu'on s'occupe d'eux. Mais en dehors des urgences médicales, de la maternité, de la réanimation. Les responsables du SAMES de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès invitent le gouvernement à respecter le protocole d'accord qui a été signé en mars 2014. Le statut comprenait, c'est-à-dire la retraite à 65 ans, et ça nous sommes heureux de le constater. Hier, le Premier ministre a fait une sortie, il a assuré que pour les médecins, la retraite à 65 ans maintenant est acquise. Nous nous réjouissons de cette décision. Il y avait aussi le statut du praticien hospitalier. Les discussions continuent. Le point d'achoppement, c'était le régime indemnitaire. Et cet après-midi, Inch'Allah, je pense que ce problème sera réglé. Sur les 42 médecins que compte l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, un seul ne fait pas partie du SAMES, selon Dr Ibrahim Doukouré. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Un responsable de l'UNICEF condamne la série de meurtres et de rapts d'enfants notés au Sénégal ces derniers temps. Pour Yves-Olivier Kassoka, il y a une indifférence totale à l'égard des enfants dans notre pays. Le responsable de la protection de l'enfance à l'UNICEF Dakar souligne que les responsabilités sont partagées. Yves-Olivier Kassoka, qui déplore notamment la non-application par l'État des lois et conventions signées. Nous l'écoutons au téléphone d'Elhan Jogoudien. Nous n'avons cessé d'interpeller qui de droit par rapport au sort réservé aux enfants globalement dans ce pays, malgré qu'il y ait un cadre juridique et institutionnel qui est prévu pour protéger, mais dans l'application, il y a encore beaucoup de limites. C'est ce qui fait que nous arrivons à cette situation-là. Premièrement, la responsabilité, elle est de celle de l'État qui a ratifié toutes ces chartes et conventions qui, au plan interne, a pris des mesures d'ordre légal et institutionnel, mais qui ne les applique pas. Et pour la situation de l'enfant, si on voit un peu tous les programmes et politiques, l'allocation des ressources pour les questions de protection de l'enfant, c'est le parent pauvre. Bien qu'il y ait un ministère qui jusque-là n'arrive pas encore à prendre toute son envergure, je pense que c'est à ce niveau-là, la responsabilité est là. Mais elle ne s'arrête pas seulement à l'État. Je veux dire aussi que tous ceux qui sont présentement en train d'interpeller l'État, de faire des marches, nous dépassons tous les jours ces enfants qui sont dans la rue. Nuitamment même, nous les voyons dans la rue, mais est-ce qu'on s'en préoccupe? Je veux dire, il y a une indifférence totale par rapport au sort de l'enfant. Et ce qui fait que, donc, ils sont exposés. Il y a une sorte d'impunité qui est là et qui est cautionnée par tout le monde.
il y a aussi les parents et les familles qui ne mettent pas en place les mécanismes minimums de surveillance, de contrôle et d'accompagnement de ces enfants-là. Au rythme où vont les rapts au Sénégal, les autorités conseillent aux parents de veiller sur leur progéniture, aussi bien sur la route de l'école que dans les transports en commun. Qu'en disent les transporteurs eux-mêmes et les parents? Réponse dans ce reportage de Mohamed Talimouba. Sur le trottoir d'une grande rue passante, Monsieur Ndiaye se presse, 2 de ses filles pendues au bras. Les enfants, j'occupe bien. Oui. Ces 2 filles sont âgées entre 12 et 13 ans. Mais un bon père, c'est lui qui les amène à l'hôpital. C'est contraignant, mais il ne s'imagine pas un seul instant laisser ses enfants emprunter des cars et autres bus seuls. Laisser un enfant monter dans une bus, un enfant qui n'a même pas 10 ans, c'est pas sûr, hein? Au volant de son bus, Moussa s'apprête à engager la ligne 24. Les enfants, seuls dans des bus, il en voit tous les jours et de toutes les couleurs. Moi, je suis très strict. Dès que je vois un enfant dans le car, surtout les talibés, je leur demande de descendre automatiquement pour ne pas me créer des problèmes. Assise tout à côté, Madame Seg a tout entendu. Elle partage la préoccupation du conducteur. Moi-même, je me donne les moyens d'amener mon enfant. Mais c'est sa sœur qui l'amène à l'école. Madame d'accord, seulement c'est sa fille de 12 ans qui accompagne sa cadette. Et forcément, le problème demeure entier. Si tu es assis, il y a des autres personnes qui vont déranger et tu ne assis pas normal. C'est ça. Si tu ne fais pas attention, là, va se perdre. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique demande aux transporteurs d'être plus vigilants, de ne pas accepter que des enfants non accompagnés puissent entrer dans les cars, mais en l'absence de mesures d'accompagnement ou tout simplement face à l'appétit du gain, il n'est pas sûr qu'une telle recommandation puisse être intériorisée. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue, Sorna Natabaye. Merci Antoine. Niger, la journée a été tendue à Niamey ce dimanche avec la manifestation interdite de l'opposition. Une interdiction que les manifestants ont décidé de ne pas respecter. Des affrontements ont donc éclaté avec les forces de l'ordre. Les organisateurs voulaient se rassembler sur la grande place de l'Assemblée nationale, mais ils ont fini par se déplacer à cause d'une importante présence policière. Malgré tout, les forces de l'ordre sont intervenues pour les disperser. Les manifestants ont jeté des pierres et ont érigé des barricades. 2 leaders ont été arrêtés ainsi que 8 autres individus. Le mouvement pour une citoyenneté responsable et des organisations de la société civile se sont mobilisés contre la loi de finances 2018. Ils reprochent au gouvernement d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts qui vont achever le peuple. Côte d'Ivoire, les premières élections sénatoriales que le pays ait jamais organisées ont été remportées par la coalition au pouvoir. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a obtenu 50 des 66 sièges. Certaines villes comme Yamoussoukro et Bouaké ont toutefois échappé au contrôle de l'alliance majoritaire. Fatoussi. La coalition au pouvoir Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a logiquement remporté avec une écrasante majorité le scrutin en absence de l'opposition qui l'a boycotté. Le RHDP a eu de bons scores à Abidjan en récoltant 100% des bulletins exprimés. Mais la coalition a reçu une claque à Bouaké en ne réussissant pas à convaincre ses propres élus de voter pour sa liste. Bouaké, fief traditionnel du pouvoir et ancienne capitale de la rébellion qui soutenait le président Alassane Ouattara, le RHDP a ainsi été gagné dans une autre circonscription, hautement symbolique, celle de Yamoussoukro, la capitale administrative, partie de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny, dont le RHDP se réclame. Bouzamana Baro, conseiller municipal à Bouaké, affirme que c'est la plus haute totale déception, car ils ne comprennent pas comment certains ont pu les lâcher pour voter pour les indépendants. Par ailleurs, il est dit que le pouvoir paie sans doute là son incapacité à régler le problème des fréquents muneteries dans l'armée qui ont secoué le pays en 2017 et dont Bouaké était l'épicentre. L'opposition a demandé une réforme de la commission électorale indépendante qu'elle accuse d'être en faveur du pouvoir avant toute sénatoriale ou municipale, mais surtout avant la présidentielle de 2020. Le Tchad accueille depuis aujourd'hui, aujourd'hui plutôt, une rencontre avec les pays producteurs de pétrole africains. Au menu de cette grande rencontre, l'indépendance énergétique de l'Afrique, selon le secrétaire exécutif de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains. On ne peut pas développer une économie si on a une faible consommation énergétique. La consommation de l'Afrique étant de 0,3 tonnes. Dans 52 pays sur les 54, on procède à des recherches et à l'exploitation de
pétrole. Et retenez que l'organisation compte à ce jour 18 membres. Gambie, des habitants d'une localité en croisade contre la pollution. Cette localité s'appelle Gunjur et elle est située à une quarantaine de kilomètres de Banjul. Les habitants ont manifesté ce week-end pour dénoncer les pratiques de la Golden Lead Company, une société chinoise. Ces habitants ont déterré et retiré un tuyau qui déversait des résidus chimiques sur la mer. Banjul Amadoubari. Les habitants de Gunjur n'en peuvent plus. Ils se sont longtemps plaints de la pollution qui tue les ressources halieutiques qui affecte la santé de ces habitants depuis l'ouverture de la Golden Lead Factory, cette usine chinoise. Nous avons réussi à agir pour que l'agence environnementale de l'État s'implique dans cette affaire, a déclaré l'ancien ministre de l'Information Soudiamé, originaire de cette localité, Amadou Skatre Diané. Ils ont reçu l'ordre de retirer ce canal d'évacuation. Ils ne l'ont pas exécuté depuis 8 mois. Se justifie-t-il au bout du fil? Les habitants de Gunjur avaient fixé un ultimatum d'une semaine à la Golden Lead Company pour enlever ce tuyau. L'ultimatum a expiré. Nous avons été sur place et l'avons enlevé nous-mêmes, a ajouté M. Diané. Bakari Dabo, un responsable gambien de la société chinoise, a démenti que l'usine continuait à évacuer ses déchets directement sur la mer. Nous avons pris de mesures pour nous assurer que les exhalaisons qui, selon ses habitants, sont mauvaises pour la santé soient contenues, se défend-il. Pour rappel, en 2017, l'agence environnementale de l'État avait traduit cette usine en justice pour n'avoir pas respecté les règles de protection de l'environnement, mais l'affaire était classée sans suite. Contacté ce matin, le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement Demba Diao n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. Amadou Bari Banjul, Radio Futur Média. Sornanata, on termine avec l'Égypte où les citoyens sont appelés aux urnes pour choisir un président de la République. 58 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales. Le scrutin devrait se poursuivre sur 3 jours après la fin des votes pour les Égyptiens de l'extérieur. 2 candidats sont en lice, le président sortant Abdel Fattah al-Sisi et le président du parti GAD, Mustafa Moussa. Plusieurs candidats ont abandonné parce qu'ils ont été intimidés et selon plusieurs observateurs, al-Sisi est largement favori face à un rival relativement inconnu. Merci Sorna pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans un point de vue, on fera le bilan social de Macky Sall durant ses 6 ans passés au pouvoir avec Mamadou Diouf, président d'honneur de la Confédération des syndicats autonomes CSA, et Émile Wardini, membre de la commission finances et économie du Conseil économique, social et environnemental. RFM Sport. Rebonjour Youssouf Bodian. Bonjour Antoine. Le football domine. Oui, avec la préparation à la Coupe du Monde 2018, veille de match pour les Lions du Sénégal. Les Lions qui affrontent demain mardi la Bosnie au Havre en France. Ce soir à 18h45, ils s'entraînent au stade Océane. Ce sera la seule séance de l'équipe nationale du Sénégal en terre française. Celle d'hier a été annulée pour cause d'un contrôle antidopage inopiné de la FIFA. Face à la Bosnie mondialiste en 2014, le Sénégal devrait aligner son équipe type. Le défenseur des Lions, Khalidou Koulibaly, s'attend à un match difficile. C'est bien de commencer par l'Ouzbékistan, ensuite la Bosnie qui est une très bonne équipe. Je sais que c'est un match difficile, je connais plusieurs joueurs de la Bosnie et je joue souvent contre Dzeko, je sais que ça va être un match très difficile, c'est un joueur de classe mondiale et c'est bien qu'avec le Sénégal je l'affronte et ça ne met aucune pression en plus. Je sais que mes frères on va faire un bon match et on va essayer de gagner ce match avec fierté et faire un très bon match. Et voilà, je pense qu'on est tous en vue de la Coupe du Monde, on sait qu'on doit tous bien se préparer, tous mouiller le maillot pour ce pays-là. Et on le fera très bien et ça passe par préparation et je pense que c'est des matchs très bien choisis, les fédéraux et le staff les ont bien choisis, donc à nous de faire le travail sur le terrain et de montrer de bonnes choses. Personne n'est sûr d'aller à la Coupe du Monde, on sait qu'on est des milliers de Sénégalais à vouloir faire cette Coupe du Monde,
On a fait des beaux barrages, on s'est qualifié très fièrement. Maintenant, on sait que tout le monde est capable de faire des bonnes prestations en équipe du Sénégal. Donc je pense que tous les joueurs qui ont joué ce vendredi, comme tous les joueurs qui joueront mardi, sont susceptibles d'aller à la Coupe du Monde. Personne n'est sûr d'avoir sa place à 100%. Donc il faut se battre jusqu'à la fin. Il faut montrer qu'on mérite notre place. Et le coach doit avoir les choix difficiles. Si le coach a des difficultés à choisir, c'est que vraiment les joueurs ils ont fait le travail sur le terrain. Donc ça c'est bon signe. Kalidou Koulibaly qui a parlé d'Edin Dzeko qui joue à l'AS Roma, mais il y a aussi Pjanic qui joue à la Juventus de Turin et qui est bosniaque. Il va faire face au Lyon demain. Les propos du défenseur de l'équipe nationale du Sénégal, donc recueillis par le service communication de la Fédération sénégalaise de football. C'était hier lors de la conférence de presse à l'hôtel des Lions. Notez que le groupe est réduit à 28 avec le départ de Cheikhou Kouyaté. Grippé, le capitaine des Lions, est rentré en Angleterre. Et on s'intéresse à Moussa Ba qui a fait ses débuts en Ligue 1 sénégalaise hier. Le jeune joueur de 20 ans s'est distingué avec Sonacos qui a battu l'AS Douanes par 3-1. C'était hier au Stade Léopold Sédar Senghor. Formé à Aspaï, Moussa Ba a joué les 2 dernières Coupes du Monde junior avec le Sénégal. Le milieu de terrain qui découvre donc la Ligue 1 sénégalaise veut laisser son empreinte. Je vous propose de suivre Moussa Ba. Pour mes débuts dans ce championnat, je pense que c'est pas mal. Comme premier match, je ne suis pas physiquement prêt, mais ça va quand même. Avec la progression du championnat, ça va venir. Je suis nouveau dans ce championnat, mais bon, je connais les équipes, j'ai joué avec eux, donc ça va. C'était pas difficile comme début. Donc. Et pour l'équipe Sonacos promu qui vient bousculer des équipes qui étaient là depuis longtemps? Les résultats sont bons. Depuis le début du championnat, on voit l'équipe, ils font de très belles prestations et vraiment, moi, ça ne me surprend pas qu'on ait fait ce résultat. Pour moi, le championnat, toutes les équipes sont un peu au même niveau. Hein. On peut voir même le dernier gagner le premier du championnat. Donc c'est ça le championnat sénégalais. Donc toutes les équipes sont bonnes. Vu les prestations du leader, je dirais que ça ne sera pas impossible d'aller chercher le titre. Mais bon, on ne sait jamais, c'est le foot, tout est possible. De toute façon, on va continuer à faire de très belles prestations comme aujourd'hui. Et à la fin du championnat, on verra. Moussa Ba, international sénégalais, milieu de terrain de la Sonacos de Diourbel, deuxième à 1 point du leader Génération Foot. En 17 matchs, les hommes de Chergueil ont gagné 9 fois, 5 nuls et 3 défaites. La 18e journée a été prolifique en buts, 20 buts marqués en 7 matchs, avec 6 buts inscrits par Génération Foot. C'était face à la Linière de Saint-Louis. Le handball Challenge Trophy de la zone 2 en Mauritanie, bonne entame pour le Sénégal. C'est en cadet et junior, en garçon. Le Sénégal a battu hier le Mali 30-24. Deuxième victoire consécutive pour les Lionceaux qui ont dominé lors de leur premier match la Mauritanie. Pour cet après-midi, ce sera Sénégal-Cap-Vert à 15h. Chez les dames, le Sénégal affronte le Mali à 17h. Les Lioncelles avaient remporté le premier match. C'était face à la Mauritanie. Et puis, l'équipe nationale féminine senior qui se prépare donc pour les championnats d'Afrique de handball prévus au mois de décembre prochain au Congo. Les Lions ont bouclé hier en France un stage d'une semaine. Elles ont joué 3 matchs amicaux contre des clubs français. Une revue d'effectifs pour le sélectionneur français Frédéric Boujon qui a été reconduit à la tête de la sélection sénégalaise. Youssouf Bodian, merci. RFM, la chronique du jour. Notre chroniqueur ne peut pas oublier de sitôt le crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise à Missira. Mais est-ce qu'on peut espérer que la vérité éclate dans cette affaire, Abdoulaye Cissé? Sur le plateau de l'émission Giancarlo du 16 mars dernier, où le ministre des Forces armées qui, semble-t-il, s'invite spontanément pour casser du soldat et famille de soldats victimes du crash de l'avion des Djambar en retour de mission de la première guerre du Golfe il y a 27 ans maintenant. Quel esprit cartésien va alors gober la promesse de Augustin Tine qu'une enquête allait déterminer les causes exactes du crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise qui a fini son vol dans la mangrove au large de Missira, faisant 8 morts. Le ministre est trahi ce soir-là par sa seule ambition d'enfouir au plus profond dans les vestiges du passé les archives de ce drame épouvantable qui hante encore le sommeil de centaines de veuves et orphelins des 93 soldats qui ont péri.
Sans blague. Depuis 27 ans que ces familles attendent la vérité sur cet accident. On ne parle même pas de réparation ou d'indemnisation. La décence voudrait que le ministre ne leur oppose pas le deuil du crash de l'hélicoptère pour botter en touche. Mais la vérité, c'est que si 27 ans après le crash de l'avion des Djambar, on ne connaît toujours pas la vérité, les familles des victimes du crash de Missira, pour ne pas dire Robert Sagna et famille, savent donc à quoi s'attendre et qu'ils devraient essayer autre chose pour faire leur deuil. Il nous semble que nous avons un problème avec la vérité dans ce pays. En réalité, c'est bien plus commode de détourner le regard de la vérité pour soulager sa conscience et se soustraire à sa responsabilité de tirer les leçons et agir en conséquence. Que nous dit en effet le récit témoignage de Mamoudou Ibrekan qui a voyagé à bord de cet hélicoptère 2 jours seulement avant le mercredi du crash? Le témoignage atteste de l'angoisse des passagers à bord de cet appareil qui ne faisait presque plus que des missions à caractère social. Comprenez en langage plus simple que cet hélico faisait encore le tour du Sénégal pour des vols funèbres, de transférer les morts de ceux qui peuvent bien payer ou s'attacher les services de l'état-major des armées. Du témoignage en question, qui n'est pas un rapport technique certes, mais un constat empirique qui laisse présager de la catastrophe. Ce ne fut pas pour la mission sociale de Ourossogui pour ramener la dépouille de l'ancien maire de Bokidiawe, M. Baïdalaïkan, paix à son âme, la baraka du défunt sans doute pour épargner la vingtaine de membres de sa propre famille venus l'accompagner à sa dernière demeure. Mais c'était écrit qu'un jour, l'hélico allait caler et en plein vol, ça n'a pas loupé ce soir du 14 mars. Que va-t-on découvrir du soi-disant rapport d'enquête que le ministre annonce qu'on ne savait pas avant le crash? Rien, absolument rien. On sentait l'angoisse de ceux qui prenaient cet hélico. On n'a rien fait. On savait le moteur fatigué, les segments coupés, des organes irrécupérables, mais non, rien. Tant que ça ne nous arrive pas, la détresse des autres ne nous concerne pas. C'est quand même un problème ça dans ce pays. Parfois, on a juste envie de dire aux décideurs de ce pays que les actions, c'est avant et non être toujours dans la réaction. Et souvent, ces réactions sont dictées par l'émotion et l'immédiateté qui n'augurent rien de bien élaboré. Non, ces morts du Mi-17 ne doivent pas être partis pour rien. Si ça peut faire un électrochoc, c'est maintenant. Le peuple peut être amnésique, incrédule, mais les pouvoirs publics ont l'impérieuse responsabilité d'anticiper, se projeter, planifier les choses et édicter des mesures. Qui n'aurait pas envie de prendre le pari de revoir Pak Lambaye pour voir si la pagaille ne s'est pas réinstallée sur les ruines de ce vaste capharnaüm, en dépit des propos guerriers du ministre de l'Intérieur pour ne plus jamais permettre un tel bazar? Il devrait faire un tour au Pak Lambaye du centre-ville avant qu'il ne soit trop tard, car là aussi, ça risque de faire pareil, réaction après coup, et ce serait très dommage. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Detchedop. Le bilan. Oui, le bilan de Macky Sall à moins d'1 an de la présidentielle. Presque tous les journaux n'en ont que pour l'an 6 de la deuxième alternance. Un bilan quasiment aux 2 extrêmes. 2 responsables se signalent dans l'Observateur et passent à la loupe la gestion de Macky Sall, Idrissa Seck et Mahammed Boun Abdallah Dionne. Pour le président du parti Rewmi, le bilan est simplement catastrophique. L'ancien premier ministre, qui a accordé un entretien au groupe Futur Média, fait état d'un cycle de souffrance insupportable des populations à tous les niveaux. Idrissa Seck confie qu'à la veille de son départ de la présidence, Macky Sall doit avoir le courage de regarder les réalités en face. Rien à voir avec la position affichée par l'actuel Premier ministre. Dans l'Observateur, le regard de Mahammed Boun Abdallah Dionne est tout autre. Il fait savoir que de janvier 2012 jusqu'en 2016, 336 000 emplois ont été créés et que le 24 février 2019, Macky Sall fêtera sa victoire. Dionne était l'invité du grand jury de la RFM. Les journaux se font l'écho de la sortie
sortie du Premier ministre hier, Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui dit aux jeunes « Vous avez toutes les raisons de garder espoir ». La phrase barre la une du journal Le Soleil. Le PM, qui s'adressait aux membres de la convergence des jeunesses républicaines, a souligné que le président Macky Sall, l'homme de la situation, travaille pour les jeunes et qu'entre 2012 et 2016, 336 650 emplois ont été créés. Bref, pour Dionne, le bilan de Macky est globalement positif et que l'opposition n'a pas de candidature sérieuse. C'est ce que rapporte Direct Info, pour qui Mahammed Boun Abdallah Dionne s'est lâché. L'AS parle d'un Boun Abdallah Dionne sans langue de bois. Sur le cas Thierno Alassane Sall, il précise qu'il a été limogé pour incompétence. Mais Thierno Alassane Sall persiste à avoir bel et bien démissionné le 2 mai 2017. Alors que le PM tire un bilan positif des 6 ans de Macky Sall au pouvoir, Ousmane Sonko, dans Sud Quotidien, parle de déception et de trahison. Le leader de PASTEF, qui s'exprimait dans Objection de Sud FM, a nié les performances économiques annoncées par le régime. Pour Sonko, le PSE est un programme qui va tout faire sauf le développement économique du Sénégal. En 2019, les électeurs vont apprécier. Mais déjà, Mamadou Ndoye, membre fondateur de LD Debout, est formel. Macky Sall, selon lui, ne peut pas passer au premier tour. Dans Walf Quotidien, l'ancien secrétaire général de la Ligue démocratique affirme que Macky Sall se comporte comme un roi en aliénant tous les pouvoirs. Autre interview dans la presse, comme il y en a plusieurs ce matin, Youssou Touré se livre dans Source A. Il vide son sac selon le journal. Entre autres sujets abordés, les enlèvements et meurtres d'enfants, la crise scolaire, le processus électoral, l'opposition, Karim Wade, la guéguerre entre responsables de l'APR, la neutralité au nom du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, que le journal Le Quotidien appelle surveillant général. Cela du fait des mesures évoquées pour la protection des enfants. Des mesures dont l'application sera difficile, voire impossible à cause de leur caractère improbable. C'est en tous les cas ce que croit savoir Le Quotidien. Aly Ngouille Ndiaye a déclaré qu'ils vont demander aux transporteurs d'être plus vigilants à ne pas accepter que des enfants non accompagnés puissent entrer dans les cars. Ils vont aussi demander aux directeurs d'école de s'assurer que ce sont les parents eux-mêmes qui y amènent les élèves et qui les ramènent à l'école. Alors que le ministre a décliné ces mesures, Les Échos nous apprend qu'à Djida Thiaroye Kao, on a failli assister à un enlèvement suivi de sacrifices rituels d'un enfant de 2 ans. Selon Les Échos, il a été sauvé grâce à la vigilance d'un écolier de 16 ans qui passait dans les parages lorsqu'il a entendu les cris de détresse du bambin abandonné dans un trou, ligoté, des pieds et des mains, les yeux bandés. La police a ouvert une enquête et a transmis le dossier sous forme de renseignement judiciaire au parquet. Un coup d'œil à présent dans Libération, révélation sur la mafia autour du Hajj 2017. Le journal Libération nous apprend que 641 millions de francs CFA ont été volés et que les mises en cause ont été renvoyées en correctionnel. Il s'agit entre autres de Mam Mberi Ndiaye de l'agence Mberi Travel Tour, Cheikh Tidiane Sall de Harameini Chérifani, Mam Faye Diop, Awa Bekiri Bao et l'intermédiaire Mbagnick Ndiaye. L'instruction révèle, selon mon confrère, un autre scandale dans le scandale. Sport pour terminer. À la une de Record, malaise dans la tanière au Havre. Encore les primes, s'exclame le journal. La Fédération sénégalaise de football a supprimé la prime de convocation, prime de victoire et match nul unifié. Les Lions crient à l'arbitraire. Stade s'intéresse au match Sénégal-Bosnie et l'équipe type attendue. Le journal s'interroge si on aura un quatuor Sadio, Sarr, Nyang et Diafra. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, on va parler du bilan social du président Macky Sall avec comme intervenant Mamadou Diouf. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le président d'honneur de la Confédération des syndicats autonomes CSA. Il y a également Émile Wardini. Bonjour, monsieur Wardini. Bonjour. Vous êtes membre de la commission finances et économie du Conseil économique, social et environnemental. Alors, nous avons quelques petites minutes pour passer globalement en revue les réalisations sociales du président Macky Sall durant ces 6 ans passés au pouvoir. Bilan social donc. Mamadou Diouf, quel regard jetez-vous sur le bilan social du président Macky Sall? Merci Antoine. Je demande l'autorisation de présenter mes salutations à mon collègue Wardini, honorable conseiller, et à toutes vos auditrices et auditeurs. Oui. Je dois dire que le bilan social du président Macky Sall, si on devait le tirer, il y a 2 aspects qu'il faudrait voir. D'un côté, les réalisations, des efforts quand même ont été faits
pour réaliser des promesses, notamment lorsqu'on est arrivé, dans des premières rencontres que nous avons eues avec lui en tant que syndicat. Il avait promis de mettre en œuvre un certain nombre d'accords antérieurs à son arrivée, notamment la baisse de la fiscalité sur les salaires, ça a été fait. Quelque part également la maîtrise de certains prix des denrées, ça a été fait. Les politiques aussi ont été lancées dans le sens la baisse du loyer, la baisse du loyer, etc. Comment dirais-je, également en termes de protection sociale, d'un côté, mais de l'autre, dans la mise en œuvre. C'est à ce niveau, dans le suivi de la mise en œuvre qu'il y a problème. Je crois que depuis lors, la baisse des loyers, quand même, des pratiques sont parvenues à faire contourner cette décision qui aurait pu être sanitaire. Il y a de ce point de vue-là donc des problèmes au niveau du suivi. Si on voit également aujourd'hui le climat social, l'éducation, la santé, il est difficile de dire que le climat social est géré correctement. Et de ce point de vue-là, peut-être il faut constater, en le regrettant, que le gouvernement du président Macky Sall peine à gérer ses relations avec les partenaires sociaux. Très bien. Et ce qui fait que c'est en train de fuser dans tous les côtés. Très bien. Je reviens à vous tout à l'heure. Émile Wardini, oui, vous dressez quel bilan? Un bilan plutôt positif, parce que ce qui marque essentiellement l'action du président sur ce point-là, c'est sa volonté constante de réduire les inégalités sociales. Et ça s'est traduit par plusieurs actions qui ont été lancées, notamment les bourses familiales, la couverture maladie universelle, la baisse stabilisée du prix des denrées alimentaires, la loi d'orientation sociale qui vise à promouvoir l'égalité des chances. Il y a également cette fiscalité avantageuse pour les fonctionnaires qui a été mise en œuvre. C'est à la baisse du prix du véhicule. Il y a pas mal d'actions qui ont été faites. En tout cas, et tout récemment, cette volonté de redistribuer de manière plus solidaire la patente qui est perçue au niveau national pour réduire la fracture avec les collectivités plus démunies. Je pense que de ce point de vue-là, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Justement, vous allez reconnaître certainement avec nous qu'il y a de très bonnes intentions, de bonnes initiatives, mais du point de vue de l'application et du suivi, il y a quand même problème. Vous le reconnaissez? Mais je le reconnais aussi. Mais vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Chacun essaie de faire sa part des choses. Et c'est sûr et certain qu'il y a quelques difficultés par-ci, par-là. C'est vrai. Mais je pense que ce qu'il faut surtout mettre en exergue, c'est cette volonté affichée et constante de réduire ces fractures au niveau des différentes couches sociales. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une constance dans l'action du président. Maintenant, c'est vrai, il y a parfois des difficultés qui sont dues peut-être au niveau des structures qui sont mises en œuvre à communiquer peut-être avec les partis adverses. Il y a, c'est sûr et certain, quelques difficultés. Mais cela n'enlève en rien cette volonté constante et affichée du président de réduire au maximum cette pratique. Je reviens à vous pour terminer. Alors, Mamadou Diouf, l'année 2018, c'est l'année sociale, comme l'a déclaré le président Macky Sall et comme l'a redit ici le Premier ministre dans l'émission Le Grand Jury hier. Oui, pour que l'année 2018 soit une année pleinement sociale, sur quel levier faut-il s'appuyer? Je parle du gouvernement, bien sûr. Oui, je pense qu'il est important, Wardini l'a dit tout à l'heure, les intentions sont là. Oui. Il est important de mettre l'accent sur le monitoring des engagements, de la mise en œuvre des engagements. Aujourd'hui, on peut avoir la bonne intention de mettre en place des prix favorables aux producteurs d'arachide et une mauvaise mise en œuvre et un monitoring défectueux, c'est que les paysans se retrouvent avec les arachides entre les mains. Mauvaise politique de commercialisation. Voilà. Oui. Ensuite, on peut envisager des mesures correctes pour le système éducatif et un mauvais monitoring fait en sorte également que on se retrouve encore à risquer une année scolaire sacrifiée pour des accords non respectés. C'est valable également pour les travailleurs de la santé, c'est valable pour le travailleur de la justice. Je pense que ce qu'il faut, ce sur quoi on doit mettre beaucoup plus l'accent, c'est sur le monitoring de la mise en œuvre des différents engagements pris avec les acteurs. Pour dialoguer correctement et ensuite pour suivre correctement également ce que le dialogue
a retenu comment le réaliser au bénéfice des agents et au bénéfice de la stabilité sociale. Très bien. Merci Mamadou Diouf, président d'honneur de la CSA. Émile Wardini, conseil au gouvernement, qu'est-ce qu'il faut rectifier au plan social pour que les choses aillent mieux? Écoutez, moi je pense qu'il y a une question qui est extrêmement brûlante, c'est la question de l'emploi jeune. Vous savez que l'avenir d'une nation se construit sur sa jeunesse. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que nous avons quelques difficultés. Il faudrait y accorder une attention particulière. Et je pense qu'aujourd'hui, les programmes qui sont en train d'être mis en œuvre, notamment le projet entrepreneuriat rapide, le projet école-entreprise, devraient permettre peut-être d'arriver à résoudre de manière satisfaisante cette question. Parce que n'oublions pas une chose, tous les ans, nous avons plus de 100 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et si on n'arrive pas à apporter une réponse correcte à cette question, ça peut se retourner effectivement contre nous. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut donner une super priorité à cette question de l'emploi jeune, avec des solutions pratiques qui permettraient aujourd'hui effectivement aux gens de pouvoir gagner leur vie décemment. Il est évident qu'on ne peut pas donner un emploi salarié à chacun d'entre eux. C'est pourquoi le développement de l'entrepreneuriat est une réponse, à mon avis, appropriée. Maintenant, je rejoins Diouf, c'est vrai qu'il y a une question de monitoring qu'il faut mettre en place, et je pense que les différents collaborateurs du chef de l'État devraient s'atteler chacun en ce qui le concerne dans son domaine à entreprendre une communication avec les parties concernées, avec un programme qui pourrait être suivi et dont les engagements seraient effectivement respectés. Très bien. Merci Émile Wardini, membre de la Commission Finances et Économie du Conseil économique, social et environnemental. C'est la fin de cette édition. Quelques infos météo avant de vous quitter. Le rappel des titres avant de revenir sur les infos météo. Mamadou Diop est mort aujourd'hui. L'ancien maire socialiste de Dakar était âgé de 82 ans. Le grand oral d'Idrissa Seck, beaucoup de critiques à l'endroit du régime de Macky Sall à tout point de vue. D'après le président Réumi, le bilan des 6 ans du chef de l'État au pouvoir est négatif. L'ancien premier ministre s'est prononcé également sur le processus électoral, notamment sur le système de parrainage. Il est l'invité du groupe Futur Média. Vous pouvez suivre Idrissa Seck à 15h sur la radio Futur Média. Ziguinchor fait le bilan du régime de Macky Sall. De bons points distribués pour ce qui est de la recherche de la paix et du désenclavement de la Casamance. En ce qui concerne le chômage des jeunes, il juge positif le bilan du chef de l'État et puis la grève du SAMES, 72 heures à partir d'aujourd'hui. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Vincent Mamadou Diop. Réalisation Daouda Diouf et El Hadj Ndiogoudien. Pape Oumar Diaw était à la régie. À 13h, El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof. Toutes nos excuses pour la météo. Tout de suite, Dialgat Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. mbokk yi asalaamaaleykum maaleykum salaam namoon nañ leen yéen nañu raw dellusiwaat nañ fii ci studio de production Ousama Lamine Donde jaase oo nekk ci xarale gi fu male nekk ci xukaay bi mbokk yi bu ne kiis na dàqar ñi jàngeen jëf na ko mbokk yi xanaa rek di wax ne sama mbokk ibaadu yi rawatina Ibrahima Diallo ca xaar yàlla seen ndaje mi nag démb vraiment li ma ca teye ñëw rek sama benn xarit la ndijaayam wàññeeku te démbuloon sarax si moo taxoon gisu leen ma waaye di am yaakaar ne waxtaan bi amoon na solo ndaje mi amoon na solo xanaa ba beneen yoon incha allah mbokk yi nag ñu def léegi nag mooy ñëw dikk ci ganu kër gi ki muy doon Ndakaaru Lok ak Sénégalogie tonton Ada lay waxtaanal. Ndakaaru Lok ak Sénégalogie ñu ngi leen nuyu. Tonton Ade, je vous remercie. waaw Ndakaaru gis na ne càccum gune yi nekk na loo xam ne yéeme na lool ba ñaari fan ñett nga dégg nu ne yóbbu nañ xale sàngam wala jàpp na nit loolu yow ban jàngat nga ci am Ndakaaru Lok. xam nga tonton Ade. le problème dans la difficultation. jaarul ñuy seet di wër di uti di lijjanti. ñi le problème dans la difficultation. jaarul ñuy seet di wër di uti di lijjanti. ñi nga xamante ni ñoom ñoo ne dañu bëgg jiite suñu réew mi. responsable yi nañ leen xooli foofu.
2019 la ñu jëm. waaw. Donc comme 2019 la ñu jëm. La différenciation par rapport à l'enfanterie nous apporte que les enfants dans la situation écologiquement écologie. Donc il faut aller chercher c'est les politiciens qui font des sacrifications dans la sacrifice de la sacrifice. kon daal saf nañ ci ñeex mi. torop. Voilà kon nga teg foofu sa baaraam ñu jox ko dig daje ci yeneen toftali xibaar moom Dakar Local Sénégalais. jaajëf tonton Ada jërëjëf mbokk jaajëf léegi nag ñu ñëw ci cooki fee nag xam ngeen ko saa yi ñu toll ci waxtu wi ki ñuy dalal du sunu maman yaay kenn Diallo Diéry. Allah jaaraama salamu aleykum onon bandiraɓe sehilaaɓe. du sunu maman yaay kenn Diallo Diéry. Allah jaaraama salamu aleykum onon bandiraɓe sehilaaɓe ko min Ajaratu yaay kan Diallo Diéry seen mama tata yumpañ voisin voisine ñépp mi juurima on yo Allah renon njaahum yéene kaay ndeysaan lancement njaayum carte ga waaw membre PS ya ndeysaan wax nan nag nee nan tànn war jeng nag lii lan la ni ma ngay rëbb nag jëm ci kër barbar Diaz ndeysaan xëy na jeng nag lii lan la ni ma ngay rëbb nag jëm ci kër barbar Diaz ndeysaan xëy na mu jàpp xëy na mu sooy day na waar mbokk yi nu puus ba ma xooliwaat beneen na si yéene kaay ne Macky Sall nag gàddu na lii day na waar mbokk yi nu puus ba ma xooliwaat beneen na si yéene kaay ne Macky Sall nag gàddu na liif jëm ci affaire yi càccum ba ma xooliwaat beneen na si yéene kaay ne Macky Sall nag gàddu na liif jëm ci affaire yi càccum gune yi waaw wax jot na di laay la moom kay yéene kaay bi nee na ndeysaan foo nu rëkk ndigg fët dërëj maa la ko wax pëtam ba nga ne déedéet mbokk yi nu puusaat xooliwaat beneen na si yéene ndigg fët dërëj maa la ko wax pëtam ba nga ne déedéet mbokk yi nu puusaat xooliwaat beneen na si yéene ndigg fët dërëj maa la ko wax pëtam ba nga ne déedéet mbokk yi nu puusaat xooliwaat beneen na si yéene kaay ndeysaan ayoo l'hôpital yëngu coow la jug na de yëngu nan waa kër docteur bañu nu ca le l'hôpital yëngu coow la jug na de yëngu nan waa kër docteur bañu nu ca leen moom kay lànk ba tëdd ci raay gerew rek mbokk yi nu puusaat ba max xooliwaat beneen a si yéene kaay ndeysaan muusal fàll moom ma ngay gis boppam de delluwaat na ca la Youssou Ndour waxoon ne opposition bi ci kër Macky Sall du lenn lu dul ñi ci parti bi ndeysaan mbokk yi mi salminima fof e mi salminima Alassane Samb Diop RFM mi salminima Barka Ba mi salminima Ndiaga Ndiaye mi salminima Marie-Louise Allah jaarama ko min Ajaratu yaay kenn Diallo Diéry mama yaay kenn Diallo Diéry jaajëf mbokk yi tamit nag jaajëf jaase léegi nag vraiment dafa xarañ lool léegi li mu jàngi RFI vraiment xam naa ne am na lu mu ko amal ci njëriñ léegi soxlaatul muy yéeg émetteur soxlaatul muy dem machine ba modulation fi mu taxaw rek lay taxaw rek benn clic lay cliquer rek affaire yëpp fay voilà mbokk yi fay rajo yi jot na bala ñu leen a coupé ba ëllëg incha allah. bés bu ngeen ma falee. Rani Super Band, en groupe, 5 talents. Tu es chanteur, tu as du talent, tu veux vivre ta passion, tu as entre 18 et 24 ans, alors n'attends plus. Inscris-toi vite au 77 182 20 82 du 1er mars au 11 avril et participe au casting prévu à Dakar le 21 mars à Doutasek, Thiès le 28 mars au Palais des Arts, Saint-Louis le 4 avril à l'Espace Jeune et à Ziguinchor le 12 avril à l'Alliance Française. À la clé, le tournage d'un clip pour le Super Rani Band gagnant 3 millions de francs CFA. Un super voyage de rêve. À la clé, le tournage d'un clip pour le Super Rani Band gagnant 3 millions de francs CFA. Un super voyage de rêve à Dubaï. Avec Rani Super Band, devenez des superstars.
La commune de Ndiarème Limamoulaye présente avec Rani Super Band. Devenez des Ndiarème Limamoulaye en action. Ce grand événement est placé sous le signe de la confiance, de l'espoir, de l'excellence, du partage et du renforcement de l'action sociale. Au programme